Bon, il est 13h30. Je vous propose de démarrer ce 5e rendez-vous simulation. Donc, je suis ravie de vous accueillir pour ce rendez-vous sur la thématique aujourd'hui des facteurs humains et simulation. Nous accueillerons aujourd'hui donc le docteur Aude Mounier pour une présentation sur d'un programme qui va présenter l'annonce d'un diagnostic grave, d'une limitation ou d'un arrêt thérapeutique. Il y aura également ensuite le docteur Véronique Delma qui nous parlera d'un programme sur des compétences non techniques et formation continue par simulation interprofessionnelle dans un service d'urgence. Et puis nous terminerons avec le professeur Grandry qui réalisera une mise en perspective sur le sujet facteurs humains et simulation et fera également un retour sur le congrès de la BASS qui a eu lieu vendredi dernier. Donc, pendant chaque présentation, je vous invite à couper vos micros. Vous pourrez poser vos questions via le chat au cours des présentations. Et puis, un temps d'échange est prévu entre chaque présentation. Donc là, vous pourrez également prendre la parole si vous le souhaitez. Et puis, je vous propose de démarrer dès à présent avec le docteur Mounier, que je remercie d'avoir accepté de participer à ce rendez-vous simulation. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci à Kalirel et à Noémie et Solène notamment de nous permettre d'échanger sur cette thématique passionnante des facteurs humains en simulation. Donc on m'a demandé de vous présenter une formation qu'on a mise en place en 2016 et qui a été labellisée par l'ARS justement cette même année. C'est par cette formation que tout a un peu commencé pour moi et aussi pour nous finalement en matière de simulation dans le service et finalement sur cette thématique de l'annonce et des facteurs humains, parce qu'en fait grâce au financement ARS, on a pu notamment s'équiper de caméras et tout le matériel qui est indispensable pour ces formations-là. Et donc finalement, c'est particulièrement intéressant en tout cas pour moi, de vous présenter toute la démarche qui a mené à ça, parce que suite à cette action-là, on a pu en mettre en place d'autres sur d'autres thématiques. Donc voilà, c'est une formation qui porte sur l'annonce d'un diagnostic grave ou d'une limitation ou arrêt thérapeutique. Et on forme les équipes aux enjeux, aux techniques d'annonce, au cadre réglementaire par rapport au LAT. Et la simulation porte sur des mises en situation avec des acteurs professionnels. C'est une formation qui est également DPC. Il n'est pas sur le PC portable. Pardon ? Alors, je vais vous inviter à couper votre micro, s'il vous plaît. Donc, dans l'équipe de formateurs, nous avons 3 médecins anesthésistes réanimateurs, le docteur Doranzi qui vient juste de nous rejoindre, le docteur Dumont, tous les deux exercent au CHU de Nantes, le docteur Viquenel qui exerce lui au CHU de Rennes. Nous avons également Anna-André Berton qui est psychologue clinicienne, psychothérapeute et formatrice en sciences humaines et éthique contemporaine, donc qui n'exerce pas à Nantes. Et moi-même qui suis pharmacienne et je suis responsable du centre de formation permanente et j'accompagne l'équipe sur tout le montage de cette action-là. Voilà en quelques mots, si on peut passer à la dia suivante. Donc, cette formation s'adresse à des médecins, à des infirmiers, des aides-soignants, des cadres, des psychologues cliniciens qui exercent dans les services de réanimation médicale ou chirurgicale, les services de soins intensifs, cardio, hépato-gastro, entérologie, pneumo également, d'autres services qui peuvent être intéressés par cette thématique-là de l'annonce, également aux professionnels qui exercent au sein des services d'urgence. Cette formation est ouverte à tous, aux professionnels du CHU, mais également aux professionnels extérieurs à l'établissement. Parce que mon service propose des formations principalement à l'attention des professionnels extérieurs au CHU, mais il se trouve que comme je me suis beaucoup saisie de la question de la simulation et en particulier des simulations avec acteurs, je suis un peu aux manettes pour monter ces formations-là. D'où le fait qu'elle soit pour l'instant beaucoup développée au sein du CHU, mais l'idée, ça va bien être de la proposer à d'autres équipes.
Donc, les objectifs de cette formation vont être tout d'abord d'actualiser ses connaissances sur les recommandations et les bonnes pratiques en matière de décision et de mise en œuvre de l'AT. Sécuriser les professionnels dans l'annonce d'une mauvaise nouvelle en leur permettant d'appréhender les enjeux et les difficultés d'une telle annonce. On sait comme les médecins sont peu formés finalement dans leur cursus de base sur ces aspects-là de l'annonce. Et enfin, un des derniers grands objectifs, ça va être de parvenir à identifier ce qui se joue au moment de l'annonce pour soi en tant que professionnel, également évidemment pour les proches qui reçoivent cette annonce. Donc la formation comporte 3 grandes étapes. La première, ça va être une étape en e-learning. On va faire un apport cognitif et aussi évaluer les connaissances des participants. Cette étape est donc sous la forme de vidéos thématiques. Là, je vous ai mis une petite photo en fait, de ce à quoi ressemblent ces vidéos. On a choisi un format un petit peu discussion entre nos différents formateurs en permettant comme ça aux participants de suivre ces échanges. Donc, parmi les thématiques abordées, on va voir les caractéristiques d'une équipe de soins, le regard de la société sur la fin de vie et le grand public. L'idée, ça va être là d'inciter les participants à déjà réfléchir et arriver le jour de la formation déjà un peu sensibilisés à ces questions-là avec, on l'espère, souvent des questions pour enrichir la formation. On va aussi leur rappeler le cadre réglementaire des LAT, la particularité de la gestion d'une fin de vie en soins critiques, l'aspect annonce d'une mauvaise nouvelle avec traumatisme psychique, les différents mécanismes de défense, la temporalité et le cheminement psychique des proches, tout ce qui va relever aussi de la communication en situation difficile, avec les temps importants qui sont l'organisation de la rencontre, la gestion des émotions, la conduite de l'entretien, et enfin la mise en œuvre d'une LAT avec la gestion des principaux symptômes rencontrés en fin de vie et l'accompagnement des proches. Donc on propose aux participants en plus de ces petites vidéos, un questionnement sur avant les vidéos et puis après, est-ce que je me sens à l'aise sur, par exemple, le cadre réglementaire des LAT. Et puis, vous voyez, tout en bas de ces petites vidéos, en fait, on a les questions fil rouge qui guident l'échange des 2 formateurs et qui va aussi guider le visionnage pour les participants. On partait au tout début de cette formation en se disant que les gens allaient regarder ces vidéos et puis qu'ils arrivaient le jour J avec ces connaissances, c'était acquis, et on allait les reprendre évidemment le jour de la formation en se disant que voilà, c'était approfondir ce qui avait déjà été transmis lors de ces vidéos. Bon, c'était certainement un peu trop rêvé que de se dire ça, mais en tout cas, là, on s'est clairement rendu compte que ceux qui les avaient regardés, tant mieux. Ça leur permettait d'arriver avec un œil déjà peut-être un peu plus curieux, des connaissances, on l'espère. Mais en tout cas, il ne fallait pas partir sur le fait que ce soit acquis pour tous. Et donc, en fait, on reprend au décours de la formation, l'étape suivante, ces apports-là aussi, donc lors de la journée en présentiel. Donc, la seconde étape de cette formation, donc après ce module en e-learning, c'est la journée de simulation, la journée de mise en situation, donc à l'annonce d'un diagnostic grave ou d'une LAT. Et c'est une simulation qu'on fait avec des acteurs professionnels. Donc, on va avoir quatre binômes médico-soignants qui vont se mettre en situation d'annonce. Enfin, donc, c'est le médecin qui va faire l'annonce, mais on a 3 scénarios qui vont associer un médecin et un infirmier ou un aide-soignant. Et enfin, un scénario qui va donc être uniquement un scénario de soignant. On va travailler notamment la reformulation et le positionnement des infirmiers ou des aides-soignants face aux familles. Donc, ces acteurs et ces participants vont jouer comme ça ces 4 scénarios. Donc, les acteurs jouent le rôle des proches et bien sûr, les professionnels de santé vont rester dans leur position. Donc, le médecin reste le médecin dans le scénario, l'infirmier reste l'infirmier et l'aide-soignant. Évidemment, on respecte les règles de bonne pratique en matière de simulation et il n'est pas question là de changer le métier de chacun. Donc, on va jouer 4 scénarios sur la journée.
On dispose aujourd'hui d'une banque de 15 scénarios et en fait, ces scénarios, on les choisit en amont de la formation au regard du profil de nos participants, en fonction en particulier de leur spécialité et puis nous, en fonction des objectifs pédagogiques qu'on va souhaiter atteindre, avec toujours cette notion de progression. Donc, en général, en début de journée, on va être sur des scénarios d'annonces, on va dire, assez simples. Et puis après, on va pouvoir monter comme ça au fur et à mesure de la journée sur des scénarios de plus en plus complexes. Donc, comme pour toute formation par la simulation, on va retrouver les temps essentiels avec tout d'abord le briefing en présence du groupe. Donc, on va présenter le scénario à l'ensemble des participants. En général, on est sur des groupes de 16 participants. Donc, évidemment, tous ne se mettent pas en situation parce que nos scénarios permettent d'accueillir en général 2 voire 3 participants, 3 volontaires. Mais finalement, on a remarqué que beaucoup de participants étaient aussi très intéressés pour être plus en retrait et donc être observateurs des scénarios et tous ne souhaitent pas forcément se mettre en situation. Ils trouvent que déjà cette position d'observateur est très riche pour eux. Donc en fait, on s'est questionné sur le fait de diminuer le nombre de participants. Et en fait, au regard de ces retours-là, on est resté sur ce format-là, donc de 12 participants. Et donc, évidemment, tous ne participent pas aux simulations. Donc, je reprends, le premier temps donc, de briefing l'ensemble du groupe, puis à l'écart, on va rebriefer les 2 volontaires qui souvent ont des petites questions complémentaires sur le scénario. Je suis de garde, je ne suis pas de garde. Enfin, vous voyez tous, je pense, de quoi on parle là sur ce briefing spécifique des 2 participants. Cette mise en situation est filmée, retransmise en direct au reste du groupe qui est lui positionné dans une salle attenante en position d'observateur bienveillant. Donc là, on a une partie des formateurs qui restent avec notre groupe pour bien rappeler les règles et qu'est-ce qu'on attend, nous, de leur part sur leur rôle d'observateur. Comme pour toutes les simulations, on aura bien évidemment indiqué en début de journée les règles de la simulation, tout ce qui est évidemment respect de la confidentialité, la position d'observateur bienveillant, enfin, voilà, toutes les règles essentielles en matière de simulation. Après cette mise en situation, les volontaires vont revenir avec l'ensemble du groupe, accompagnés des acteurs. Et puis, on va être sur ce temps de débriefing avec l'ensemble des participants, les acteurs, donc le groupe de participants et puis les formateurs. Cette étape est donc complétée par des vignettes pédagogiques qu'on adapte en fonction des besoins des participants. Donc, par exemple, si on sent que les participants ont besoin de reprendre le cadre réglementaire des LAT, ou alors comment est-ce que concrètement ça se passe, et bien, en fait, on va disposer comme ça de tout un ensemble de fiches pédagogiques, de petites vignettes, et qu'on va ressortir en fonction des besoins au moment du débriefing. Donc ça, c'est de la même manière qu'on adapte, nous, le choix des scénarios en fonction du profil des inscrits. On va aussi s'adapter à leurs besoins en adaptant nos vignettes. Donc voilà, ça demande aussi de la part des formateurs des compétences spécifiques où ils doivent s'adapter pleinement à ce que nous transmettent les participants. Et enfin, on retrouve sur ce temps de simulation la synthèse qu'on réalise avec l'ensemble des participants. L'idée, c'est que je vous présente un petit peu comment ça se passe. Peut-être que ça vous donnera des idées sur des outils peut-être qui vous ont semblé intéressants. Donc nous, pour ce temps de synthèse, en fait, on prend un grand tableau Velleda, tout simplement, et en fait, on remplit des grands items. Donc, par exemple, tout ce qui va être un item communication, et en fonction de ce que nous rapportent les participants au moment du débriefing, on va remplir ce grand tableau avec les grandes étapes. Par exemple, le cadre réglementaire, les LAT, le rôle et la place de l'infirmier. Souvent, il y a beaucoup d'échanges sur ce sujet-là. Donc, nous, on sait très bien en fin de journée là où on doit être, en fonction évidemment de nos objectifs pédagogiques. Et en fait, ce tableau, il est rempli au fur et à mesure suite aux contributions des participants sur ces temps de débriefing. Voilà pour cette deuxième étape. Et enfin, la troisième étape, ça va donc être l'évaluation de l'impact du programme. Donc, normalement, parce qu'on a toujours du mal à le faire, on envoie un questionnaire d'impact de la formation sur la pratique des participants. Et on l'envoie en général dans les 6 mois suivant la formation, mais c'est vrai qu'il faut remobiliser les participants sur une formation à laquelle ils ont assisté il y a plusieurs mois. Nous aussi, de reprendre
ça et puis de l'envoyer aux participants. Donc, pour vous montrer un petit peu ce qu'on envoie, c'est finalement le participant lui-même qui nous dit où il en est. Donc, par exemple, lors d'un entretien familial, ma place et mon rôle sont clairement définis et celles des autres soignants aussi. Aujourd'hui, comment est-ce que je m'évalue sur ce point-là? Et est-ce que depuis ma participation à cette formation, je suis plus à l'aise pour répondre à ces questions? Voilà, oui, non, mitigé. Puis voilà, on va rebalayer ensemble sur ce questionnaire les différents objectifs finalement qu'on avait visés lors de notre formation. Si on peut passer à la dia suivante. Donc, depuis la mise en place de cette formation, nous avons formé 256 professionnels, donc 38% d'infirmiers, 31% de médecins, 19% d'aides-soignants et 12% d'internes. Donc souvent, les infirmiers et les aides-soignants sont très volontaires pour assister à ces formations. Il se trouve qu'on a plus de mal à toucher les médecins. Malgré tout, on est quand même assez satisfait de ces chiffres-là, mais en fait, c'est indispensable qu'évidemment il y ait les médecins sur ces annonces-là, parce que c'est de leur responsabilité que de faire ces annonces. Donc évidemment, si on n'a pas de médecins d'inscrits sur ces sessions-là, on est contraint de les annuler. Nous, ce qui nous semble riche, c'est d'avoir au moins 3 médecins pour réaliser ces 3 scénarios médico-soignants. Mais voilà, nous, la difficulté qu'on a par rapport à cette formation, c'est toujours d'avoir suffisamment de médecins d'inscrits. Donc, on cherche toujours à communiquer sur cette action, à les mobiliser. Et puis finalement, ce qui fonctionne, c'est le bouche à oreille des précédents participants qui disent à leurs collègues, souvent c'est la pédagogie par la simulation qui intéresse en fait, le fait d'être avec des acteurs. Et c'est ce qu'on va retrouver ensuite sur les réponses des participants à nos questionnaires de satisfaction, où la satisfaction, elle est donc très importante. Et beaucoup soulignent le réalisme de ce qui leur est proposé lors de la simulation. Là, je vous ai fait un petit screenshot de ce qui nous est rapporté. La simulation est au plus près de la réalité et transposable dans mon quotidien de professionnel. Et c'est toujours passionnant et tellement satisfaisant de voir à quel point les participants qui sont soit observateurs, soit se mettent en situation, à quel point ils sont plongés dans cette situation qui ressemble clairement à la vraie vie finalement. Et voilà, d'une minute à l'autre, ils sont face aux acteurs et se retrouvent dans ce quotidien, malheureusement, qu'ils connaissent. Donc c'est vrai que pour nous, voilà, on est satisfait parce que vraiment, ils nous soulignent le réalisme de ce qu'on leur propose. Donc là, je pense qu'il y a vraiment le travail avec les acteurs professionnels qui est crucial pour bien leur préciser ce qu'on attend d'eux. Et puis, il y a aussi, je pense, la qualité des scénarios qui sont écrits par les équipes, donc en particulier nos anesthésistes-réanimateurs, qui, eux, souvent s'inspirent de situations qu'ils ont connues dans les services. Donc finalement, je pense que les deux combinés nous permettent d'atteindre vraiment le réalisme indispensable pour ces formations-là. Nous avons proposé un poster aussi au congrès ICMASIM en 2019. L'intitulé de ce poster, c'est la simulation, un facteur de sensibilisation aux enjeux éthiques. En fait, on avait voulu aller un petit peu plus loin qu'uniquement la satisfaction des participants et le fait qu'ils trouvent ça tout à fait réel, en voulant savoir si finalement, grâce à cette formation-là, ils s'étaient questionnés finalement sur tout ce qui est enjeu éthique. La fin de vie, ça correspondait aussi à un contexte important aussi au niveau national avec l'affaire Vincent Lambert. Donc, on avait questionné un petit peu plus loin nos participants. Donc, on leur avait envoyé un questionnaire à distance où on avait creusé ces aspects-là. Et on le portera certainement à votre connaissance, ce poster. Mais on avait notamment questionné sur le fait que cette formation ait eu un impact sur leur manière de vivre ces annonces difficiles en équipe. Donc, 72% des médecins avaient vraiment eu cette notion-là, hein, que la formation avait eu un impact sur leur manière de vivre ces annonces. Le travail aussi en équipe, souvent, les participants, les infirmiers nous disent qu'ils ont du mal à trouver leur place au moment de ces annonces-là. Donc ça aussi, c'est remonté, que les infirmiers sont, eux, satisfaits par rapport à ces questionnements-là, mais les médecins aussi sont intéressés pour
mieux savoir, eux, comment positionner l'infirmier lors de ces entretiens-là, comment est-ce qu'on se passe la parole, où est leur place, l'échange après avec les familles en chambre. Voilà. Pour revenir sur ce poster, on avait eu des résultats intéressants où 44% des médecins qui avaient suivi la formation avaient initié une démarche portant sur la thématique de la fin de vie. Donc, ils avaient créé un outil dédié en staff, créé un groupe de travail au sein de leur unité, et donc où certains avaient aussi d'autres projets pour créer des groupes de travail sur les LAT. Donc, on remarque en fait, au-delà de transmettre des apports sur comment est-ce qu'on aborde ces annonces dans des contextes très difficiles, on va aussi plus loin. Les participants, eux, vont plus loin, se saisissent de ce qu'on leur transmet et vont initier des nouveaux outils, créer un stade, créer des temps d'échange au sein de leur service. Donc voilà, on a trouvé ça très intéressant. Et donc, ça a permis pour les participants l'ouverture à une réflexion plus globale. Ça les a incités à porter une attention plus large aux questions éthiques et favoriser une meilleure communication au sein des équipes soignantes, parce que c'est aussi ça une des richesses de ces formations-là où on réunit tous les participants, médecins, infirmiers, aides-soignantes, c'est aussi de leur permettre d'échanger, d'avoir ce temps en dehors du contexte des soins pour échanger, pour mieux aussi se comprendre. Donc, parmi les perspectives que nous avons pour cette formation-là, l'idée, ça va être de la faire connaître à d'autres établissements et d'autres spécialités. On a déjà pu accompagner un établissement par rapport à tout ce qui est fin de vie. Mais voilà, l'idée, ça va peut-être être d'aller au-delà, accompagner d'autres équipes sur ces thématiques-là, développer aussi donc, des actions spécifiques en fonction des besoins des établissements. Et moi, ça me semblait essentiel aussi poursuivre la formation des formateurs, en particulier sur les facteurs humains. Je trouve qu'on a de la chance, nous, ici, dans la région, d'avoir des équipes très investies sur le sujet. Et donc, voilà, mon objectif, ça va être d'outiller nos formateurs, qui sont avant tout des professionnels qui exercent dans les services, leur fournir d'autres outils sur les facteurs humains en particulier. Voilà, en quelques mots, j'espère que je n'ai pas été trop longue. En tout cas, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup pour la présentation de ce programme très intéressant. Donc, on peut voir effectivement qu'il permet d'apprendre et de se former aux compétences non techniques et relationnelles dans un contexte d'interprofessionnalité. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le chat ? Alors oui, il y a une question, mais je pense que tu y as répondu, Aude, en partie, sur l'appartenance des internes, sur quelle spécialité, quelle discipline les internes, parce que tu as 31 internes qui ont participé au programme, ce qui est en soi un beau score, puisque ça s'adresse plutôt aux professionnels médico-soignants permanents des équipes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur la mobilisation des internes ? Alors finalement, ce n'est pas un public en fait, qu'on vise en premier lieu, parce que c'est de la formation continue. Il se trouve qu'il arrive de temps en temps, alors c'est la réalité, c'est qu'on a du mal donc, à toucher les médecins, et on voit que les internes se mobilisent. Donc nous, plutôt que d'annuler la session, on préfère évidemment accepter les internes sur ces formations-là. Donc, ils exercent plus souvent dans les mêmes services que là où exercent nos médecins, c'est-à-dire les urgences, l'anesthésie. Mais vraiment, finalement, ce n'est pas un public qu'on va viser en premier lieu. C'est eux qui ont connaissance de la formation et vont vouloir y participer. Mais je ne suis même pas sûre que dans le programme qu'on communique, on ne mentionne pas dans les publics visés les internes. Donc voilà, c'est une chance pour nous, évidemment, de les avoir parce que ça enrichit les discussions. Voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question, Corinne, mais voilà en quelques mots sur les internes. Alors, n'hésitez pas à commenter, ouvrir vos micros. Il y a une trentaine de participants, donc ça permet assez facilement d'ouvrir son micro et de prendre la parole. Merci Aude. Oui, c'était pour savoir si tous nos internes étaient concernés ou pas. Non, l'idée c'est déjà en fait, ils ne sont même pas en premier lieu concernés. C'est une chance qu'on a de les recevoir, mais l'idée, ça ne va pas être de
de la développer, en tout cas pour ce public-là. Oui, oui, je comprends bien. Après, pourquoi pas imaginer des sessions dédiées, on pourrait en échanger, mais en tout cas, ce n'était pas l'objet en premier lieu de cette formation. Normalement, ils ont déjà tous, enfin nos 75 internes, une session qui est a priori organisée au STIMU, mais peut-être avec moins de professionnalisme puisqu'on n'a pas d'acteurs. En fait. Excusez-moi pour ce petit problème technique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'avais une question qui n'est pas spécifiquement sur les facteurs humains, Aude, mais tu évoquais la difficulté, alors qu'on connaît tous, hein, à faire de la mesure d'impact, ou du moins de revenir vers les apprenants à distance. Est-ce que de ton côté, vos équipes ont identifié des astuces ou des choses qui faciliteraient la participation et la mesure d'impact des programmes de simulation dans les pratiques des professionnels? Pour ce questionnaire à distance, c'est ça? Voilà, l'idée, ça va être déjà de simplifier ce questionnaire. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je me dis, c'est qu'il faut qu'on s'adapte à eux, leurs contraintes. Donc, envoyer un questionnaire par mail qui va se noyer au milieu des autres, où il faut qu'ils répondent, je ne sais comment. Bon, voilà. L'idée, ça va être peut-être là, moi, je voulais envoyer un questionnaire, peut-être un questionnaire Sphinx, un questionnaire en ligne pour que ce soit rapide. Il faut qu'on s'améliore clairement là-dessus. On voit bien quand ils sont là, on arrive à peu près à leur faire remplir le questionnaire satisfaction parce qu'ils préfèrent échanger entre eux sur leurs différentes modalités de travail sur ces questions-là. Mais j'ai pas de réponse de bonnes idées à transmettre. Je pense qu'un questionnaire en ligne, ce serait déjà ça, retourner échanger avec eux, prendre un temps. Peut-être que ce serait le plus adapté, retourner au sein du service et trouver peut-être un quart d'heure. Je pense que pour ça, il faudrait qu'on ait, à mon avis, un médecin référent au sein de ces unités-là pour imaginer ces temps. Mais juste évaluer l'impact de la formation, je pense que ce ne serait pas satisfaisant. Donc, à mon avis, il faudrait que ça corresponde à un autre projet si on veut vraiment prendre un temps dédié là-dessus. S'il y a d'autres participants qui ont des idées là, sur ce point-là, moi, je serais aussi intéressée. Voilà, nous concernant, en tout cas, on va essayer de simplifier, pas un questionnaire papier qu'on envoie par courrier, parce que bon, là, clairement, ça va jamais nous revenir. Mais si d'autres ont utilisé d'autres méthodes, je serais intéressée aussi si vous avez mis en place, par exemple, un temps d'échange comme ça avec les participants même d'une année entière. Je ne sais pas, Noémie, si toi, tu as trouvé d'autres outils. Non, parce que ce que tu évoquais, c'est la question de la passation de questionnaire. C'est toujours compliqué parce qu'il y a des taux de retour faibles, très faibles. Mais ce qu'on voit, c'est de revenir en fait en réel et de faire plutôt du qualitatif, du recueil qualitatif pour estimer. Après, il faudrait aller sur l'impact dans la pratique et les résultats qui vont impacter le patient. Mais là, c'est encore un autre sujet. Mais je crois que Véronique, dans sa présentation, va nous en dresser quelques lignes. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. Hein. Puis je pense que Jean-Claude Grandry pourra aussi abonder dans la mise en perspective sur ce point. Oui, juste un petit mot, Noémie, ce qui est fait parfois, Aude. Vous m'entendez là? Ce qui est fait parfois, c'est de faire une réunion de tous vos anciens apprenants. C'est pas évident, mais parfois ils sont très intéressés. Une réunion assez courte de 3 heures, et ils viennent avec est-ce qu'ils ont tiré bénéfice, qu'est-ce qu'ils ont fait et quel est qu'est-ce qu'ils aimeraient faire maintenant, etc. Si c'est des gens de Nantes, ça peut être organisé peut-être facilement. Vous n'aurez bien entendu pas tout le monde, mais ça peut être intéressant. C'est un petit peu le travail qu'on avait mené pour élaborer ce poster, et c'est vrai que j'étais moi-même surprise. Parfois, on part presque défaitiste, malheureusement, sur ces aspects-là. Et en fait, on avait eu un bon taux de retour. Alors, c'était sous un autre
sur d'autres aspects, finalement, l'impact de cette formation-là, eux, sur leur modalité d'exercice, et pas l'impact qu'on évaluait auprès des familles, parce que ça me semble très délicat. En tout cas, il faudrait savoir comment le concevoir, parce qu'interroger les proches qui ont reçu une annonce quand même extrêmement difficile, qui va marquer leur vie, et savoir si, oui, les professionnels ont bien fait ces annonces-là, ça ne me paraît pas... en tout cas, il faut savoir bien le mener. Je sais que pour une autre formation, on envisageait d'évaluer finalement les retours qu'on pouvait avoir sur notre unité relation avec les usagers. Où là, ça me semblait intéressant de savoir s'il y avait plus ou moins de retours sur ces moments-là, sur ces annonces. Donc, je pense que ce serait une manière d'évaluer l'impact de cette formation qui pourrait être intéressant. Ouais. En fait, on se rend compte qu'on peut aller très loin avec ces formations-là. Et il faut faire ce travail-là pour montrer toute la solidité de l'outil qu'on propose. Et ça permettrait aussi certainement de faire connaître ces formations-là avec encore d'autres billes qu'uniquement dire que c'est réaliste, qu'ils vont être plongés dans des situations où ils vont pouvoir encore apprendre sur comment est-ce qu'on échange avec les proches. Finalement, c'est donner un autre poids à ces outils-là et à ces formations. Donc, oui, ça fait partie des axes sur lesquels on souhaiterait s'améliorer. Ouais. Mais je note cette idée de mettre en place des réunions. Merci, merci Jean-Claude. Merci à tous. Je vous propose de passer à l'intervention suivante. Donc, je remercie beaucoup au docteur Delma d'avoir accepté de présenter son programme, un des programmes de CAPCIM aujourd'hui. Donc, je vous laisse la parole et puis le partage d'écran du coup. Okay, merci Solène. Merci beaucoup pour l'invitation et surtout pour le choix de la thématique qui est effectivement essentielle parce que pas souvent assez développée dans le domaine de la simulation. Je vous partage mon écran. Est-ce que vous le voyez bien? Alors oui. Oui, c'est bon, super. Donc l'idée, c'était de pouvoir vous partager un retour d'une formation d'un programme de formation qu'on a développé en 2013, qui a été labellisé, et de montrer le côté un petit peu continu de ce programme et surtout l'impact sur les compétences non techniques de nos professionnels soignants. Donc le programme en question est le programme du coup qu'on a déposé en 2014, donc un des premiers labels de simulation de l'ARS Pays de Loire. Ce programme était constitué globalement de 4 modules et vous allez voir, on va surtout axer sur le deuxième module. Le premier module, c'était de la formation procédurale aux gestes d'urgence. Donc le public concerné pour ces 4 modules, c'est bien tous nos professionnels médicaux et paramédicaux de notre service d'accueil des urgences et c'était étendu à tout le pôle, mais vous allez voir, j'ai fait un focus plutôt sur le service des urgences. Le deuxième module était une formation par simulation à l'accueil des urgences vitales, donc en haute fidélité, sur mannequin haute fidélité, pour vraiment essayer d'améliorer les prises en charge de nos déchocages. Le troisième module était une formation d'annonce aux mauvaises nouvelles, donc qui correspond un petit peu à ce que Aude nous présentait et ce que vous faites à Nantes. Et enfin, le quatrième module était un module qui était axé sur de la simulation haute fidélité, mais vraiment centré sur la prise en charge de l'arrêt cardio-respiratoire. Les objectifs généraux, oui. Véronique, alors je pense que de ton côté, ton diapo doit être en plein écran. Mais oui. Nous, on est resté sur la première diapo. Je pense que ça doit être un paramètre d'affichage. Et ben, je vais redonner la main à Solène parce que je ne vois pas de... Alors, si je fais ça, est-ce que là, vous les voyez passer? Non. Bon, bah, je vais reprendre. J'arrête le partage. Il n'y aura pas les petites animations. Mais il n'y aura pas les animations. C'est mon diapo. Oui. Hop. Voilà, désolée pour ce petit contretemps. Excusez-nous. Donc, voilà un petit peu les quatre modules. Donc, les objectifs généraux de ces 4 modules, bon, c'est des objectifs assez habituels. L'idée, c'était de pouvoir former ou réactualiser en tout cas les compétences techniques de nos professionnels, de développer et d'améliorer le travail en équipe avec notamment l'intégration des Crisis Resource Management, d'améliorer la communication des professionnels lors de l'accueil du patient ou de ses proches en situation complexe ou rare, et enfin, surtout, d'améliorer la qualité et la sécurité des soins en introduisant la nouvelle méthode d'analyse des pratiques à l'époque qui était la simulation. Alors aujourd'hui, ça serait un petit peu dépassé cet objectif pédagogique. Diapo suivante. Donc depuis 2013, globalement, on arrive à faire une session. Alors
Les premières années, on faisait une session tous les mois. Pendant 10 mois à peu près de l'année. Il y a eu bien évidemment 2 ans là où il y a eu une période Covid qui nous a complètement limités. Donc au total, depuis 2013, on a quand même réussi à faire 61 sessions de formation. Et donc, on a formé 501 professionnels. Alors, quand on dit 501 professionnels, ce n'est pas 501 personnes, puisque certains sont venus pour certains 7 fois, notamment pour l'équipe médicale qui est plus petite que l'équipe paramédicale. Les médecins passent systématiquement tous les ans à peu près et les paramédicaux passent tous les 2 ans. Donc, on a vraiment un cycle de formation continue. Je ne l'ai pas précisé sur la diapo précédente, mais malgré tout, c'est important de dire que ce programme a été vraiment déposé pour nous en termes de projet de service. Et sans être obligatoire, tous les professionnels viennent en simulation parce qu'en fait, il est présenté comme un projet de service, donc on doit se tenir à notre projet de service. Donc, ça a aidé un petit peu à l'inscription de tous les professionnels. Le nombre de professionnels est un petit peu en dessous de nos attentes puisque depuis 2 ans, on a dû diminuer aussi nos nombres d'apprenants par session. On est passé de 10 à 8 à cause du Covid et donc ça nous limite quand même un petit peu le nombre de professionnels par session. Le taux de satisfaction, il est bon depuis le début. Je vous ai mis celui de 2021 parce que ce qui est intéressant, c'est de voir comment un programme de formation peut vivre dans la durée. Souvent, on a un petit peu peur de dire, bah oui, mais nous, nos professionnels, ils l'ont déjà fait. Est-ce qu'ils vont vouloir revenir? Est-ce qu'ils seront satisfaits? En 2021, on a un taux de satisfaction de 9,3 sur 10. Donc, ça montre bien que même pour des gens qui viennent de manière répétée, le taux de satisfaction reste élevé. Et puis surtout, ce qu'on constate, nous, sur le terrain, c'est qu'on a une forte demande, que ce soit des nouveaux ou des anciens, quand il y a eu là notamment la période Covid et qu'on avait annulé des formations, les professionnels revenaient vers moi en disant Véronique, là, la prochaine session, c'est quand? Parce que moi, ça fait longtemps que je ne suis pas passée et je veux repasser. Donc, c'est vrai qu'il y a une forte demande. Diapo suivante. Alors, on a fait en 2018 l'évaluation du coup de l'impact de ce module SAUVE, donc vraiment le module numéro 2. On a fait une étude du coup qui était prospective, monocentrique et interventionnelle, puisque du coup on a essayé d'évaluer avant la formation et après la formation grâce à des techniques d'auto-évaluation, à la fois les compétences techniques, mais surtout vous allez voir les compétences non techniques des professionnels grâce à un questionnaire en fait qu'on faisait avant la formation et un qu'on faisait, alors on en fait systématiquement un après la formation, mais dans cette étude-là, c'est un qu'on a envoyé à tous nos professionnels 5 ans après le début du programme, ce qui nous a permis du coup de comparer cette évolution pour ceux qui étaient passés dans les premières années et du coup 5 ans après. Les critères d'inclusion, c'était tous les professionnels du service d'accueil des urgences de l'hôpital du Mans qui avaient eu au moins une séance de ce module-là et qui datait au moins de plus de 3 mois. Et donc certains avaient eu plusieurs modules. Et notre critère de jugement principal était l'auto-évaluation des compétences globales pour la prise en charge d'un patient en urgence vitale. Diapo suivante. On a réussi du coup à inclure 143 soignants, ce qui représentait, alors j'ai plus l'effectif de tête, mais ce qui représente un bon effectif, un bon pourcentage de notre effectif aux urgences du Mans, d'autant plus qu'il y avait des soignants qui ne pouvaient pas être inclus puisqu'ils n'avaient pas encore participer à des séances de simulation. Dans ces 143 soignants, 60% étaient des paramédicaux, 23% des aides-soignants et 17% des médecins, ce qui correspond tout à fait à nos pourcentages, à nos ratios habituels paramédicaux et médicaux. Le nombre moyen de séances était de 2, avec un délai moyen de la première séance qui datait de 38 mois. Donc, ça veut dire qu'on a quand même un recul d'évaluation qui est assez intéressant. Un délai moyen de la dernière séance qui était de 16 mois. Et globalement, le score de satisfaction moyen était de 8,6. Dans ces questionnaires, 94% des soignants ont déclaré que ces formations modifiaient clairement leurs pratiques. Alors, on reste sur du déclaratif, mais malgré tout, on voit bien que ça a changé nos pratiques au quotidien. Ce qui est plus intéressant, c'est la diapo suivante avec les critères d'auto-évaluation, où on a réussi à montrer que globalement, les compétences globales pour prendre en charge un patient en urgence vitale augmentaient de manière significative, puisqu'on avait un score moyen de 6,32 avant la formation, qui passait à 7,30 après la formation. Et donc, quand je dis après la formation, c'est des fois 5 ans après la première formation. Et globalement, on se rendait compte que toutes les compétences non techniques, que ce soit celles de l'organisation individuelle ou collective, la communication, la prise de décision, la capacité d'analyse d'une situation, la capacité de raisonnement clinique, toutes étaient augmentées de manière significative avant et après la formation.
Donc, ça nous a montré des chiffres assez intéressants. On a essayé de faire des sous-populations. Malheureusement, les effectifs n'étaient pas suffisants. On aurait aimé pouvoir montrer si, en fonction médecin, IDE, aide-soignant, le nombre de séances, si ces augmentations significatives perduraient, mais ce n'était pas possible au vu de notre échantillonnage. Diapo suivante. Alors, ce qui était plus important pour moi aujourd'hui, ce n'était pas de vous présenter ces résultats, c'était surtout de discuter un petit peu de ce qu'on objective en tant que formateur quand on fait une formation comme ça au quotidien depuis plusieurs années et de l'impact que ça peut apporter sur les facteurs humains. Comment ont évolué nos objectifs pédagogiques non techniques pour nous en tant que formateurs? On s'est rendu compte qu'au fur et à mesure des années, globalement, il y a certains objectifs pédagogiques qu'on aborde systématiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule, on appelle ça des saisons, en fait, à chaque fois qu'on change notre scénario. Donc, on en est à la saison 7, là. À chaque saison, il y a systématiquement le SAED qui revient en objectif pédagogique, le feedback, le leadership, la répartition des tâches. On les retrouve systématiquement. Il y a d'autres objectifs non techniques, par contre, qu'on a, alors je dis upgradé avec les années, c'est-à-dire que typiquement le leadership, il y a un petit peu un socle de base qu'on va présenter systématiquement. Et puis, en fonction de l'expertise de nos professionnels, on va pouvoir monter un petit peu plus loin dans l'analyse et dans cette compétence non technique-là. Il y a aussi la communication en situation de crise qui va être développée un petit peu plus en fonction de l'expertise de nos professionnels. Et puis, en fait, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait certains objectifs pédagogiques qu'on n'abordait pas systématiquement, mais qui ressortaient dans certaines simulations en fonction de l'expertise de nos professionnels en facteurs humains. Je pense notamment à mes professionnels médicaux qui viennent pour la 7e fois. Vous imaginez bien, le leadership, il est acquis maintenant. Et donc, il faut aller un petit peu dans d'autres compétences non techniques ou en tout cas aller plus en détail sur certaines sous-compétences de ces compétences non techniques et notamment la conscience de la situation et la prise de décision sont des objectifs non techniques qu'on va aborder, mais uniquement en fonction, enfin, pour un certain pool de professionnels. Les points forts d'un programme continu et répétitif comme ça, clairement, c'est le cercle d'apprentissage progressif des facteurs humains et des compétences non techniques parce qu'on sait qu'on ne les a pas appris dans nos formations initiales et donc ça nous permet de pouvoir, petite touche par petite touche, apporter ça à nos apprenants. Et puis, ça permet un apprentissage expérientiel en simulation de certains outils avant une mise en place en pratique réelle. Je pense notamment au SAED. Et vous allez voir, on va en reparler un petit peu plus loin. Le SAED, il n'est pas si simple que ça à utiliser. De pouvoir le faire en simulation, de s'exercer encore et encore en simulation, ça permet que ce soit un petit peu plus simple dans la vie réelle. Les difficultés qu'on a rencontrées, j'en ai mis 2. La première, et je pense que c'est une qu'il ne faut pas négliger, c'est comment on trouve l'équilibre en tant que formateur dans le choix de l'objectif pédagogique qu'on va faire et du niveau de complexité. Je vous parlais du leadership, de temps en temps, on va l'upgrader. Quand j'ai des apprenants qui commencent aux urgences depuis 6 mois et qui viennent pour la première fois en simulation, puis à côté, dans la même session, j'ai un médecin et c'est la 7e fois qu'il vient en simulation, comment nous, en tant que formateurs, on va garder l'attrait du coup de l'ancien professionnel qui est expert et en tout cas qui a certaines expertises et puis du nouveau professionnel qui va découvrir le leadership et pour lequel il faut quand même présenter la base. Et donc ça, c'est un équilibre qui n'est pas toujours évident à trouver. Et puis la deuxième difficulté, Aude l'a évoqué tout à l'heure et je pense qu'il ne faut pas le négliger, c'est la nécessité d'un bagage solide en facteurs humains et en compétences non techniques des formateurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire évoluer un programme comme ça depuis 2013 si nous-mêmes, en tant que formateurs, on n'a pas un bagage qu'on peut faire évoluer régulièrement. Diapo suivante. Le retour d'expérience sur les changements de pratique. Alors, c'est un retour d'expérience qui vient des professionnels de santé qu'on interroge nous régulièrement sur le terrain, qui vient de nous en tant que formateurs en simulation, de ce qu'on observe lors d'une situation de déchocage. Moi, quand je suis de garde, effectivement, je vais observer un petit peu ce qui a été acquis grâce à la simulation et qui vient aussi de l'encadrement qui passe régulièrement observer un petit peu ces situations de déchocage. Ce qu'on a constaté durant ces différentes années, c'est qu'il y a des changements de pratique qui ont été faciles et très rapides. Typiquement, améliorer l'identification du leader dans les prises en charge, ça s'est fait en quelques mois à peine. Avoir une meilleure répartition des tâches, c'est pareil, au bout de quelques mois, en 2013, on avait déjà acquis ça. La compréhension et l'utilisation correcte du feedback, notamment pour sécuriser les médicaments, c'est aussi intégré très, très rapidement dans les pratiques. Et puis, ça a généré aussi des nouvelles pratiques, notamment l'utilisation du tableau Velleda en déchocage, qui est pour nous maintenant un support de communication écrit et sécure en situation d'urgence vitale.
Et puis, à l'inverse, il y a des changements de pratique qui ont été plus complexes, voire plus lents, voire des fois pas encore complètement atteints, notamment la difficulté pour introduire à la fois les connaissances et l'utilisation du SAED, on va en reparler un peu plus longuement, et aussi introduire les briefings et les débriefings systématiquement en fin de déchocage. Et vous allez voir, j'ai fait 2 petits focus sur ces 2 points-là qui me paraissaient les plus intéressants pour vous montrer un peu les difficultés auxquelles on peut être confronté. On va commencer par le SAED, diapo suivante. Donc, pour le SAED, donc je suis désolée, il n'y a pas d'animation. On a commencé en 2013, on a introduit systématiquement, alors à l'époque, ce n'était pas le SAED puisqu'il n'existait pas encore, c'était le SCAR, mais c'est le même outil. Le SCAR est donc en 2015 à peu près le SAED dans chaque session de formation et on remettait systématiquement à tous nos professionnels de santé une fiche mémo qui présentait cet outil-là. Et donc ça s'est fait depuis le début. Dans les années 2014 à 2017, on s'est rendu compte que l'outil n'était pas du tout mémorisé. À chaque fois qu'ils revenaient en simulation et qu'on leur demandait « vous vous rappelez un outil », ça ne ressortait pas. Et ils ne l'utilisaient pas, hormis les formateurs qui, eux, l'avaient intégré dans leur pratique. On a décidé dans les années 2018 de se dire « ok, ça ne fonctionne pas, on essaye de l'afficher dans nos salles de déchocage ». Et en simulation, moi, j'ai refait une sensibilisation pour dire « c'est affiché en salle de déchocage, essayez de penser à l'utiliser ». Et en 2020, on s'est dit, tiens, on va l'afficher à l'accueil cette fois-ci. On va demander aux infirmières d'accueil, lorsqu'elles appellent le médecin d'accueil pour présenter un ECG, de systématiquement nous faire un SAED. Et si le SAED n'est pas fait, c'est le médecin qui doit demander un SAED. Ça a permis que depuis 2018, on a remarqué une vraie évolution avec notamment une connaissance par la majorité maintenant des professionnels de SAED et surtout une utilisation plus régulière. Mais alors, je vais être très honnête, ce n'est pas encore systématique et on n'est pas encore à l'atteinte optimale que l'on s'est fixée. Alors, pourquoi cette difficulté? Parce que ça peut être un petit peu démotivant en tant que formateur de se dire le SAED, c'est facile, pourquoi on n'arrive pas et pourquoi après 7 ans de formation par simulation, on n'arrive pas à le mettre dans nos pratiques. Alors, il y a eu un changement d'acronyme entre 2013 et 2015 qui n'a pas aidé. 2, il y a un gros turnover, notamment au niveau des paramédicaux et médicaux aussi, j'aurais dû le souligner. Et donc, forcément, ça veut dire qu'il faut en permanence réactualiser les connaissances. Il y a une difficulté à le mémoriser. Je me suis rendu compte que finalement, cet acronyme, nous, en tant que formateurs, on le connaît bien, mais ce n'est pas si simple que ça à mémoriser. Et puis surtout, il y a une vraie difficulté à l'utiliser, notamment pour la lettre S et le D. Souvent, les gens font le A et le E très bien, et le S et le D sont beaucoup moins bien faits et plus difficiles à conceptualiser. Ce qui nous a aidé pour pouvoir le développer, ce SAED, ça a été de faire évoluer notre méthode de nous débriefing pour comment on débriefe mieux cet objectif pédagogique, d'essayer de l'intégrer au quotidien en plus de l'apport de la simulation et de se dire la formation par simulation n'est pas suffisante, il faut au quotidien qu'il y ait des rappels dans notre pratique. Et donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, cet exemple avec l'électrocardiogramme, je pense que ça a aidé parce que maintenant, il y a des paramètres qui ont réussi à l'intégrer pour l'ECG et qui arrivent à le transposer un petit peu plus facilement dans d'autres situations. Voilà pour le retour du SAED. Et maintenant, on va parler un petit peu du débriefing post-déchocage. Diapo suivante. Et donc, sur le débriefing post-déchocage, donc ça a été un petit peu plus long. On a mis en place avec le groupe de formation continue une fiche de mini-débrief qui était à réaliser par les équipes au décours des déchocages dans les années 2015. 2015-2017, on s'est rendu compte que ce n'était pas réalisé, que la fiche, elle n'était pas connue par les professionnels, alors que pourtant, on avait communiqué régulièrement dessus. Et du coup, j'ai décidé d'intégrer, à partir de 2018, dans 2 saisons, un scénario où on faisait une prise en charge du déchocage auprès du mannequin haute fidélité. Et ensuite, les équipes restaient dans la salle auprès du patient et devaient faire un mini débrief. Alors, pour nous, le mini débrief, ce n'est pas un débriefing comme en simulation, c'est un débrief qui dure 10 minutes. Et avec la fiche, ils sont guidés sur ce qu'ils doivent demander. On s'est rendu compte que grâce à cette simulation, la majorité des professionnels médicaux et certains paramédicaux connaissent aujourd'hui notre grille de mini débrief. Et du coup, les mini débriefs sont réalisés plus régulièrement. Encore une fois, comme le SAED, ce n'est pas fait de manière systématique. Les difficultés qu'on rencontre encore pour que cette utilisation soit systématique, c'est le temps et c'est souvent la confusion technique de la méthode de débriefing. C'est-à-dire que les médecins, notamment, parce que c'est eux qui animent le mini débrief, sont des médecins qui sont passés régulièrement en simulation, qui nous ont vus nous débriefer en simulation et qui essayent de refaire ce que l'on fait nous en débriefing et donc qui commence avec une phase de ressenti notamment qui va durer 10 minutes et normalement le mini débrief doit durer 10 minutes donc ça ne marche pas.
Et donc, l'idée de la simulation, ça a été de pouvoir leur apporter les clés pour bien comprendre la différence entre le débrief que l'on fait en simulation, qui va durer des fois 1h30 sur des situations de déchocage complexes, et le mini-débrief en réalité qui doit durer que 10 minutes. Et ça nous a permis vraiment d'améliorer les pratiques. Et ce qu'on en a sorti, nous, comme enjeu en tant que formateur, c'est que l'entraînement en simulation à ce mini-débrief, il est essentiel et on va le poursuivre régulièrement pas dans tous les scénarios, mais dans toutes nos saisons, il y aura au moins un scénario et on intégrera aussi les cadres pour les aider à bien comprendre le concept du mini-débrief. Voilà un petit peu les 2 exemples que je voulais vous présenter. Et du coup, pour conclure, je crois qu'il y a 2 messages forts. La première, c'est que la simulation interprofessionnelle, c'est une réelle opportunité pour développer les compétences non techniques des professionnels soignants, clairement. Et puis surtout, on a pu constater, nous, depuis 2013, des impacts très forts de notre programme de formation sur le terrain. Mais par contre, il faut être bien conscient des vitesses d'acquisition différentes. Il ne faut pas baisser les bras sur certains objectifs comme le SAED et il faut continuer à essayer de trouver des solutions. J'aurais pu rajouter un dernier point et je rejoins Aude tout à l'heure dans ce qu'elle disait par rapport au fait que nos formateurs doivent être formés aux compétences non techniques, sinon ces impacts-là, on ne les retrouvera pas dans les années à venir parce que c'est une vraie capacité à part entière. Voilà, je reste à disposition si vous avez des questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? D'abord, pardon, merci beaucoup Véronique pour cette présentation vraiment très intéressante qui témoigne de l'évolution d'un programme et également de comment il s'adapte en fonction des apprenants et comment l'impact qu'il a sur les pratiques des professionnels. Alors, des questions, n'hésitez pas à prendre la parole. Alors, Solène, il n'y a pas de questions dans le chat pour l'instant. Je vais faire comme d'habitude, je vais ouvrir une question, puis ça va peut-être en emmener d'autres. Merci beaucoup, Véronique, de cette présentation qui est vraiment très, très intéressante. Tu as évoqué les mots-clés principaux, je crois, qui avaient été évoqués au préalable par Aude. J'avais une question parce que le programme que tu nous présentes, là, tu l'as dit, c'est un programme qui est intégré dans un projet de service. Du coup, on voit qu'il y a un collectif qui est emmené, en plus du développement du programme par la simulation. Du coup, est-ce que la question du leadership et le fait du changement des pratiques aurait été, selon toi, d'un niveau différent, sensiblement différent, si ça n'avait pas été inscrit dans un projet de service? Et du coup, un projet d'équipe au sens large. Oui, clairement, je pense que le côté, c'est un projet de service, on s'y investit tous comme tous nos autres projets de service et on doit aller en simulation, on doit se former. Pour moi, est une clé de la réussite. À la fois une clé de la réussite dans l'organisation, parce que c'est ce qui nous permet de ne pas avoir d'annulation. J'ai jamais eu une annulation de cette formation depuis le début, hormis en période Covid, où on a dû annuler les formations pour le Covid. Mais depuis le début, c'est une de mes seules formations où je n'ai aucune annulation. Systématiquement, l'encadrement, le chef de service va faire en sorte que le nombre d'inscrits est là et qu'on peut maintenir la formation. Et puis la deuxième chose, je pense qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a fait le lien avec ce programme de formation par simulation avec notre groupe de formation continue. Et on a vraiment managé les deux en parallèle. Et en fait, on sait faire évoluer nos programmes de formation procéduraux en même temps que la simulation et on fait évoluer les choses en fait en parallèle. Et je pense que c'est une des choses aussi qui nous a permis de tenir dans le temps et de répondre toujours aux besoins et aux attentes de nos professionnels dans le service. Merci. Et du coup, qui dit projet de service, du coup, c'est quelque chose que vous évaluez dans le cadre du projet de service, que vous questionnez? Alors, je ne crois pas que ce soit réévalué dans le projet de service. Moi, je sais que je l'évalue régulièrement. Là, je vous ai présenté l'étude 2018, mais du coup, elle commence à dater et on va repartir sur une nouvelle évaluation. Je donne les résultats régulièrement. Donc, est-ce qu'il l'intègre après dans le projet de service? C'est vrai que je n'ai jamais posé la question à l'encadrement, mais je pourrais poser la question. Merci, en tout cas, clairement, c'est une chose qui avait été valorisée, nous, à la certification HAS 2000, la dernière, où l'auditeur avait eu tous ces retours-là et du coup, c'était ressorti en point fort pour le service des urgences. Merci à toi. Merci à vous. Alors,
S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de poursuivre ce rendez-vous simulation avec l'intervention du professeur Grandry, donc, que je remercie également d'avoir accepté de participer aujourd'hui pour nous présenter notamment un retour sur le colloque de la basse qui s'est tenu vendredi dernier. Alors, du coup, je vous laisse le partage d'écran. Est-ce que vous voyez là? Non. Ah. Ça ne fait pas. Ça ne fait pas. Et là? Là, c'est bon, ça fonctionne. Ça fonctionne, vous voyez? Ouais, ouais. Bon, je vais peut-être pas, j'ai peur que si je mets en plein écran, ça, il y a des problèmes. Vous voyez bien quand même ou pas? Oui, oui, on voit bien, oui, pour Bon. l'instant, oui, Ok. avec le titre. Ouais. Bon, j'ai vu qu'il me reste. Bah, merci d'abord à vous de m'avoir demandé ce petit retour d'expérience du congrès. Deux petites choses. J'ai vu qu'il me restait 5 minutes. Alors, je vais aller vite. D'abord, je vais vous dire que bon, j'avais été invité à ce congrès consacré aux facteurs humains et simulation à Abbas, au congrès Abbas. C'est l'association bourguignonne de simulation en santé. J'y vais depuis quelques années. Je veux dire que ça allie l'utile et l'agréable. Hein. Le Beaune est particulièrement joli. Et donc, voilà, deux petites choses en introduction. La première, c'est que j'ai fait un choix hein, dans les thèmes abordés, et c'est certainement subjectif, mais je fais confiance à Véronique qui était présente aussi au congrès pour éventuellement me corriger et faire ses remarques. Alors voilà la fiche du congrès. Donc ça c'est petit, mais c'est pas grave. C'était seulement pour vous dire qu'il y avait donc une journée entière, le matin consacré aux facteurs humains proprement dit, l'après-midi charge cognitive et aide cognitive, et puis ensuite, je vais vous donner des petits éléments successifs que j'ai donc retenus. Alors, d'abord, en ce qui me concerne personnellement, j'ai eu des difficultés à certaines définitions, parce que quelles sont les différences entre facteurs humains, et souvent on dit facteurs humains et organisationnels, FHO, ou alors CRM, compétences non techniques, tout ça, il y a des points communs évidents. Et je vous ai mis dans ces diapos les choses qui sont connues, qui ont été présentées d'ailleurs là. Vous voyez les facteurs humains, et le facteur humain proprement dit, la technologie et l'environnement, hein, on est bien dans FHO. Personnellement, ça c'est une remarque donc tout à fait personnelle, c'est que quand je fais un topo sur les facteurs humains, c'est pas la définition que j'utilise, puisque dans les facteurs humains, pour moi, il y a des facteurs intrinsèques à l'humain et des facteurs extrinsèques à l'humain. Alors ça revient au même, mais dans cette définition adaptée de l'ISCP, donc Canada, les facteurs humains intrinsèques sont assez limités. Alors simplement aussi, ça c'est mes diapos, hein, c'est pas celle des diapos du congrès, mais c'est pour bien préciser les choses. Et quand on parle de CRM, on parle la plupart du temps de compétences non techniques. Les choses, vous voyez, dans la définition initiale de la NASA, on a bien leadership, communication, résolution de problèmes, etc. Ça a été repris par la HS avec quelques petites modifications, comme d'habitude, qui ne sont pas forcément d'ailleurs heureuses, mais c'est comme ça. Alors, ça c'est important parce que le premier orateur nous a donné une définition des facteurs humains, mais là encore, je pense un petit peu incomplète. François Joulin pilote le groupe des facteurs humains, dont fait partie Véronique d'ailleurs. Hein, et il nous a montré par exemple ce type de diapo qui est sorti d'Air France en 2021 et qui décrit des compétences pilotes. Vous voyez qu'il y a le pilotage, les procédures CRM. Alors, tout ça, c'est sur Internet. Mais bien évidemment, je pourrais vous passer ces diapositives-là qui ne sont pas du tout celles du. Enfin, elles sont tirées du congrès, mais elles sont sur Internet. Hein. Je n'ai pas copié de diapositives du congrès. Et ces notions, Jolin les a orientées vers le guide des comportements efficaces, qui est un document extrêmement intéressant, qui a été fait par des pilotes et des personnels navigants d'Air France. Vous voyez à gauche, on fait la liste des différents CRM, etc., qui sont détaillés avec des évaluations. C'est très bien fait. Et la conclusion de ce topo, qui était très intéressant, hein, c'est de montrer les erreurs à montrer comment réussir. J'en dirai peut-être un mot en conclusion si on a le temps. Il a beaucoup insisté sur le fait de simuler le quotidien plutôt que simuler les choses exceptionnelles.
Il faut faire les deux sans doute, mais lui pense, à juste titre d'ailleurs, qu'il faut signer le quotidien. Développer les routines automatistes, on en reparlera, et puis s'approprier les outils FH, bien sûr, mais là, Véronique en a longuement parlé, et c'est sûr que si on ne s'approprie pas les outils, et surtout si les formateurs ne les transmettent pas bien, ça évidemment pose problème. Ensuite, Frédéric Martin, qui vous connaissez sans doute tous, qui est quelqu'un de très dynamique, anesthésiste réanimateur, qui s'intéresse aussi, bien entendu, aux facteurs humains, qui est le coordinateur de Patient Safety Database et de Safety Academy. Bon, là, lui, la question qui se posait là, c'était comment accélérer la formation. Et sa conclusion, c'était de dire il faut développer la culture sécurité, bon, censé avoir une approche des high reliability organizations, c'est des organisations à haute, j'allais dire, intensité, enfin, vous connaissez ça. Il faut utiliser bien sûr la formation en santé, en formation initiale et continue, ce sont donc tout ça des généralités. Mais il a fait un questionnaire débriefing qui était assez intéressant. Il a interrogé la salle, vous savez, par le système que vous connaissez tous sans doute. Alors, c'est les seuls diapos que j'ai photographiés, que je vous montre, parce que non, je n'ai pas le droit. Mais vous voyez, il a interrogé par le CMU CLAP la salle. Et la première question, quelle proportion de body briefing consacrez-vous aux facteurs organisationnels et humains? Vous voyez que la majorité, c'était 40, 60%, ce qui me paraît un peu beaucoup. Mais il est vrai que dans la salle, il y avait peut-être des gens aussi qui ne débriefaient pas tous les jours, et c'était peut-être un peu trompeur comme résultat. Vous voyez, quand vous abordez les compétences non techniques en débriefing, vous apprenez à un niveau. Alors souvent, vous voyez, c'est le premier niveau, si je puis dire. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a du travail à faire en termes de formation aux facteurs humains, mais ça, on le sait, et Véronique, à juste titre, s'intéresse au sujet depuis bien des années, comme nous-mêmes, et c'est tout à fait évidemment intéressant. Frédéric Martin a terminé sa présentation. Donc, quelle est la bonne question? Est-ce que c'est savoir répondre à des crises? Est-ce que la simulation et les facteurs humains, c'est évaluer la performance des individus, etc., etc. Enfin, ces questions ont en partie des réponses, mais pas toutes. Alors, je vais assez rapidement parce que je voulais vous montrer surtout que cette présentation qui était le clou de la journée, vous connaissez, je pense, tous Rona Flynn, qui est professeur de psychologie industrielle au départ, mais qui est j'allais dire, la papesse, je ne sais pas si ce terme n'est pas justifié, des compétences non techniques, des CRM. Elle a travaillé énormément là-dessus. Elle a travaillé à Aberdeen en Écosse. Son travail était, sa présentation était absolument passionnante. Alors, juste un petit détail, je vais vous montrer, les diapositives que je vais vous montrer sont les siennes, mais en fait, là j'ai le droit, puisque ce topo qu'elle a fait à Beaune, elle l'a fait également au Canada il y a 1 an, et toutes les diapos sont sur Internet, en accès direct, donc ça ne pose pas de problème. Alors, s'il y a deux petites choses intéressantes, rassurez-vous, je vais vite. Évidemment, elle a décrit ce qu'étaient les noms de catégorie, les NTS, mais pour elle, évidemment, c'est une partie importante de l'expertise, ça c'est clair. Mais surtout, une chose que je vais simplement noter parmi tout cela, c'est qu'elle a dissocié la personnalité des gens des comportements. Et ça, je dois avouer que ça m'a beaucoup étonné parce que personnellement, quand je fais le topo, je parle toujours de la personnalité des soignants parce que je pense qu'elles jouent un rôle sur leur comportement. Et pour elles, ce n'est pas du tout évident. Le comportement lors d'une situation d'urgence, par exemple, ne dépend pas forcément de la personnalité. Ça, je pense que ça reste à discuter, mais je vous livre ça comme ça. Bon, voilà, donc elle a décrit évidemment, et surtout ce qu'elle ajoute, elle, au CRM, vous voyez, ça rejoint évidemment les facteurs humains, c'est la limitation personnelle, la prise en charge du stress et de la fatigue. Elle a insisté aussi là-dessus beaucoup. Bon, je passe là-dessus, c'est tout ce que vous pouvez trouver sur Internet. Elle a fait des documents de l'Université d'Aberdeen qui sont remarquables. Vous voyez, les ANTS anesthétiques, etc., pour les anesthésistes. Elle a fait ça pour les infirmières anesthésistes, mais aussi pour les chirurgiens. Et ça, c'est tout à fait intéressant, les Non-Technical Assisted for Surgeons, NOTS. Et là, oui, il y a les 4 grands types de compétences non techniques. Et surtout, ce qui est intéressant, je vais vite, c'est qu'elle a créé à Aberdeen ce questionnaire qui peut être extrêmement intéressant. Elle a fait la même chose pour les anesthésistes, pour les infirmières, pour les chirurgiens. Et on peut utiliser cette grille en débriefing avec des équipes chirurgicales, par exemple,
Et vraiment, c'est quasiment fait. Il suffit de le traduire, mais c'est vraiment très bien fait. Alors, ce qui est intéressant, et je terminerai par là pour son intervention, parce qu'elle était vraiment passionnante, c'est qu'elle appelle le NTS Loop, qui est tiré de l'aviation. Vous voyez, sur cette courbe, on passe souvent en haut. Alors, en haut, vous voyez, de comportement et d'un problème de sécurité, on passe directement à la formation. Et elle dit, c'est une erreur fondamentale parce que avant, lorsqu'il y a un problème, il faut analyser tout ce qui s'est passé, identifier les conditions, etc. Et seulement après former les gens. Alors ça, j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'on ne fait pas ça. Enfin, la plupart du temps, ça n'est pas fait. C'est-à-dire qu'on va former les gens, et on a dû dire cette discussion avec Noémie il n'y a pas très longtemps, et il paraît très important qu'ils soient conscients avant de ce qui s'est passé, qu'il y a une analyse, et après on forme. Comme ça, j'allais dire, ils sont plus prêts, en quelque sorte. Alors, donc à retenir, si vous voulez, il faut absolument, mais ça, ce que vous avez fait et ce que Calirel fait, hein, l'éducation des non-techniques en formation initiale, il faut s'entraîner. Et on a bien vu d'ailleurs avec Véronique, si on ne s'entraîne pas, c'est pour tout pareil. Et puis également ce que disait Véronique, c'est la question, il faut des formateurs compétents. Ça, c'est qu'ils connaissent bien le sujet, c'est sûr. Et pour elle, ça va au-delà, c'est-à-dire ça va au-delà de l'évaluation des compétences en simulation. Ça doit avoir des implications dans l'accréditation, le licensing, comme disent des professionnels. C'est-à-dire qu'à terme, ou pour éventuellement, d'ailleurs, ça a été dit, pour recruter des personnels, il serait peut-être important de savoir quels sont les facteurs humains, entre guillemets, leurs facteurs humains. Alors, Thierry Sécheresse de Chambéry, que tout le monde connaît, je pense, a parlé. Il me reste un peu de temps encore. Oui, j'ai essayé d'aller vite. Il parlé de la charge cognitive. Alors, ceci, c'est absolument passionnant. Parce que la charge cognitive chez des soignants, comme on l'a vu là, qui arrivent en simulation et qui sont parfois déjà en surcharge cognitive. Donc, il faut voir, en effet, il a fait un très beau topo sur les différentes mémoires. Il y a la mémoire de travail. Et quand on arrive en simulation, on a des mémoires de travail qui peuvent être déjà surchargées. Et donc, ça pose problème pour, je dirais, la facilité des apprenants à rentrer dans cette séance de simulation. Le deuxième élément qui m'a beaucoup intéressé, c'est le coût énergétique du cerveau. En fait, plus vous êtes attentif, plus vous allez chercher dans votre mémoire, etc., il y a un coût énergétique. On parle beaucoup de ça avec la COP26, vous savez. Mais le cerveau a besoin aussi d'énergie. Et s'il n'a pas assez d'énergie, ou s'il en a beaucoup utilisé, ou s'il en a utilisé beaucoup avant, ça pose sur le plan physiologique, c'est absolument passionnant, au plan des neurosciences. Hein. Et puis, les interférences extérieures, ça n'a pas été dit, mais je veux dire, j'ai eu l'occasion de lire récemment des papiers sur le rôle, par exemple, du cannabis ou d'autres substances extérieures sur la mémoire, sur plein de choses. Et un jour viendra, je pense, peut-être même maintenant, où il faut penser à cela, sur le comportement de nos apprenants. Et puis le vieillissement neuronal, mais ça me concerne assez personnellement. Charge cognitive et simulation, bon, je n'ai pas le temps de tout détailler parce que c'est absolument passionnant. J'insisterai surtout sur la charge cognitive de l'apprenant durant le débriefing. Il y a plein de choses. Il a analysé pas mal de choses et, vous voyez, gestion des émotions, stress, il faut se remémorer l'action. En même temps, il y a l'analyse, etc. Donc, si le formateur mélange plein de choses, qu'il a perdu ses clés le matin avant la séance, apprenant, etc., on va avoir des gros problèmes et plein de choses vont se greffer. Et il a décrit qu'au-delà de 7 éléments dans la tête, on ne suit plus. Ce qui fait un bon nombre d'apprenants ne suivent plus les séances de simulation, au moment du briefing en particulier, et ça s'explique relativement facilement. Donc, il y a des moyens pour limiter ça ou améliorer ça, mais je ne peux pas, enfin, j'ai fait un topo là-dessus, il l'a évoqué, mais c'est tout à fait passionnant. Et c'est un sujet à part entière. Un autre sujet passionnant, c'est Jean-Christophe Sechka, qui travaille au CLES à Lyon, et qui a fait Centrale, qui est un mathématicien et physicien, enfin pas physicien, mais qui connaît très bien le numérique. Et il a fait un topo sur les aides cognitives, en particulier évidemment les numériques. Et vous regarderez sur Internet, il a développé quelque chose qui s'appelle MAX, avec plein de protocoles numériques intégrés, qui peuvent être intégrés. Alors,
il a été très honnête parce qu'ils ont fait des tests, bien sûr, à CLES, ils ont publié là-dessus, vous regarderez aussi sur Internet, des papiers très intéressants, mais qui, en fait, qui ne marchent pas tout le temps, en partie pour ce que je viens de vous dire, et en particulier aussi par le nombre de gens présents. Si vous êtes 3 sur un arrêt cardiaque dans la nuit de samedi à dimanche, vous n'allez pas avoir le temps de faire tout ça. Donc, en fait, il a insisté en conclusion sur le fait que c'est papier ou numérique. Hein, les aviateurs sont toujours au papier. Il faut s'entraîner, mais ça, c'est vrai pour tout, on l'a dit. La simulation est un très bon moyen, évidemment, pour s'entraîner. Utilisez ce que l'on connaît, c'est-à-dire si vous connaissez mieux le papier, il faut utiliser le papier. Et ensuite, bien sûr, il faut évaluer l'intérêt dans le quotidien. Mais ça, je pense qu'à terme, ces aides cognitives vont être un élément extrêmement intéressant. La condition que ça soit simple et que l'on s'entraîne vraiment très, très régulièrement. Alors, un petit très vite sur la phasologie au bloc opératoire par Jérôme Cross, qui est animateur à Limoges, qui a fait un petit papier que vous apercevez peut-être là, qui s'appelle Mieux communiquer entre soignants, et qui nous a fait un petit topo très brillant d'ailleurs sur les mots à utiliser, etc. Par exemple, éviter la métonymie. La métonymie, vous savez sans doute ce que c'est. Hein, c'est quand on prend un verre de lait, en fait, et qu'on boit à l'intérieur du verre, c'est ça la métonymie. En fait, on ne prend pas un verre de lait. On peut prendre le verre de lait, mais en fait, on va le boire. Alors, il y a plein de petites choses comme ça. Et donc, ça oblige à utiliser des choses précises, des verbes précis, des mots précis, les chiffres, les unités, mais tout ça, vous savez par cœur. Hein. Et donc, mais je vous conseille vivement d'acheter le petit bouquin. Moi, il me l'a envoyé il y a quelques mois. Il est très bien fait et ça donne des idées assez intéressantes. Bon, je vais aller vite. Alors, un sujet évidemment capital par Marc Lillo, qui est maître de conf à Lyon, au CLES, c'est émotion et stress en simulation. Simplement, là, je vous montre un papier qui vient de sortir, qui s'appelle, enfin, c'est une revue, si vous voulez, des émotions et l'impact sur les étudiants en santé en simulation. Et vous verrez, il est passionnant parce que ça montre bien que la simulation aussi est stressante pour les étudiants, que ça a des conséquences sur plein de choses. Et il y a la petite image que je vous montre à droite, que vous retrouvez aussi dans l'article. Je vais pouvoir vous envoyer tout ça, bien sûr. Hein. Avec, vous voyez, alors ce n'est pas les émotions de base, mais c'est tout à fait intéressant de préciser le type d'émotion et à quel niveau ils peuvent intervenir chez les étudiants en santé. Alors voilà, bon, je passe là-dessus, parce que je voulais simplement terminer sur 2 diapos. Celle-ci, c'est une discussion hors congrès que j'ai eue avec quelques collègues. On est en train de passer. On reste encore sur, Noémie connaît ça très bien, on reste encore sur Safety One, hein, qui est la notion, j'allais dire, déjà dépassée, un petit peu ancienne. On se focalise sur les erreurs. Et la notion de Safety Two, qui est relativement récente, hein, c'est un livre blanc que vous avez peut-être vu passer, fait par les papes du sujet, Holnagel, etc., et qui disent non, il faut changer de paradigme, on ne s'occupe plus des erreurs, il faut s'occuper de choses qui vont bien. Il faut former les gens à faire bien et comprendre, vous voyez, les facteurs humains, en fait. Alors bon, ça, on est peut-être en train de passer en ce moment tout doucement à Safety 2, mais je pense que, enfin personnellement, je pense qu'on est presque déjà à une autre étape. Pourquoi? Parce que je vous montre ça simplement, c'est la dernière diapositive. C'est un papier qui vient de sortir qui est extrêmement intéressant, qui montre l'impact du Covid sur une organisation et sur les facteurs humains personnels et d'équipe. Alors, je ne vais pas vous les détailler, ça serait beaucoup trop long, mais c'est tout à fait intéressant parce que, en particulier, ce Covid a eu des conséquences sur les facteurs humains absolument considérables, mais également sur l'organisation, hein, sur la charge de travail, etc., sur l'environnement, sur les tâches, etc. Et donc là, on a été un peu désarmés. La simulation a permis de s'adapter un petit peu, hein, ça dépend des endroits, mais oui, ça veut dire aussi que Safety 2, avec le Covid, on est quasiment Safety 2 bis, quoi. Et donc voilà, ce que je voulais vous dire, ce que j'ai retenu de façon évidemment très sommaire, je vais essayer de vous résumer oui, en 5-10 minutes une journée, mais c'était absolument vraiment passionnant et je suis ravi d'avoir partagé ça avec vous, en sachant que j'ai fait les diapos très vite hier soir. Voilà, si vous avez des questions et si je n'ai pas été trop long.
J'ai quand même un quart d'heure de retard. Merci beaucoup, professeur Grandry. Si effectivement, s'il y a des questions, n'hésitez pas à prendre la parole. Véronique, est-ce que vous avez entendu la même chose que moi ou je ne suis pas tout à fait objectif? Oui, non, complètement. Effectivement, c'était une journée très riche et je pense que là, vous avez ressorti les points fondamentaux. Peut-être une chose qui peut aider les formateurs pour développer leurs compétences sur les facteurs humains, c'est de suivre du coup les facteurs humains en santé, qui est une association qui essaye de proposer des outils, que ce soit les vidéos des enfants du facteur qu'on vous met dans la veille scientifique, des cahiers, les cahiers du facteur aussi, qui sont vraiment des outils pratico-pratiques et qui peuvent nous aider au quotidien en tant que formateurs en simulation et nous donner des pistes pour développer ça. Voilà, ça serait juste le petit ajout que je ferai. Okay. Merci, Véronique. Alors, qui va décrire ces 4 Noémie? Est-ce que vous avez la possibilité de départager votre écran? Parce que je pense que ça prend la bande juste passante. Est-ce que c'est bien comme ça ou pas? Ça va? Non, je pense qu'en haut, vous devez avoir arrêté. Alors, Ah je oui, ne sais pas si c'est attendez. Solène Partage. Ah, voilà, c'est vachement mieux. C'est bon, là, annulé? Ouais. C'est parfait. C'est bon? Merci pour ce retour. On aurait, je crois qu'on aurait même pris encore un quart d'heure ou une demi-heure pour… J'avais encore plein de choses à dire, hein, Noémie. Ouais, mais on pourra organiser d'autres temps pour se les partager. Moi, je trouve ça particulièrement passionnant, mais… parce que c'est aussi la jonction entre les enjeux de mobiliser la simulation en santé et les grands enjeux en matière de qualité des soins et de sécurité des patients. Et je pense qu'on a tout intérêt à la fois dans les programmes de simulation et les formateurs qui font de la simulation en santé, et puis ceux qui accompagnent notamment les spécialistes qualité des soins et sécurité des patients, à encore plus se parler et encore plus mutualiser les compétences et les points de vue. Effectivement, je ne sais pas si on est sur le tout ou sur le free ou même sur on recommence tout et on repose les bonnes bases. En tout cas, c'est particulièrement riche parce que on regrette presque de ne pas avoir été à Beaune, de ne pas avoir été en Bourgogne-Franche-Comté. Oui, puis on a bien mangé. Il y a une chose quand même que je voulais ajouter, parce que Véronique tout à l'heure a parlé de son projet de service. Et je n'ai pas parlé d'une intervention qui était courte, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé, des pompiers de Paris, la brigade des pompiers de Paris, qui fait une formation de 2 jours sur les facteurs humains. Et la chose importante, vous allez sourire, mais c'est que le général, commandant la brigade, a trouvé que c'était très bien, et donc il l'a imposé à tout le monde. C'est une formation obligatoire. Et donc se rejoint le projet de service de Véronique, et je pense personnellement que cette formation facteurs humains devrait être imposée à tous les professionnels de santé. Donc malheureusement, on n'a pas de général à la tête du ministère de la Santé. Je ne sais pas si c'est bien, je ne sais pas si c'est mal. Mais enfin, toujours est-il que moi, ça me paraît important en effet parce que vous avez parlé du turnover, il me semble que tous nos étudiants, même tous nos soignants doivent savoir ce que sont les facteurs humains, comment on peut s'en servir, comment on peut s'améliorer. Comment on peut limiter la charge cognitive quand on est complètement… et il y a beaucoup de gens en ce moment qui souffrent justement à cause de ça, entre autres. Ils ont une surcharge cognitive ça vient de tous les côtés. Donc c'est un sujet vraiment… c'est un sujet passionnant. C'est un sujet passionnant. Et alors, PACT ou TeamStep, enfin tous les programmes qui mobilisent le mode de fonctionnement des CRM santé, c'est quand même au lendemain de la crise, ou plutôt dans les premiers enseignements de la crise, c'est quand même des choses qui ont été identifiées et soulevées par le ministère. Donc, oui, je pense que malgré tout, la prise de conscience, elle s'opère à tous les niveaux. Alors après, à nous, à vous, à la fois acteurs de la simulation en santé, et puis à nous, globalement, ceux qui s'intéressent au sujet de qualité des soins et de sécurité des patients, de s'en saisir. Mais vitesse ne veut pas dire précipitation, et je pense qu'il faut quand même, voilà, bien partir sur ce qui existe déjà, parce qu'on ne réinvente pas. Hein.
Non, vous avez raison, mais si on parle de pacte rapidement, ça dure comme ça existe quand même depuis de nombreuses années. Et il y a quelque chose justement qui me perturbe depuis le début, c'est qu'on dit pas qu'il ne faut pas le faire quand il y a un conflit dans l'équipe. À mon avis, c'est une hérésie. Parce que justement, c'est quand il y a des conflits qu'il faut apprendre aux gens ce que sont les facteurs humains et comment s'en servir. Donc, il y a plein de gens qui disent oh, bon, on ne va pas faire pacte parce qu'on n'est pas, en gros, on n'est pas bien, quoi. C'est pas logique. Vous voyez? Oui, je pense que dans tous les cas, il faut s'intéresser au travail en équipe. Et en fait, on peut accompagner une équipe enfin une équipe pas bien, sans déployer des gros projets comme Pacte, mais en tout cas en mobilisant les techniques des CRM sur le travail en équipe. Oui, exactement. Tout à fait. En tout cas, on a 20 minutes de retard, mais c'était c'était un rendez-vous particulièrement passionnant. Et puis, au vu du nombre de personnes qui sont restées jusqu'au bout, je crois que ça nous invite à peut-être reprogrammer pour prolonger la discussion sur cette thématique. Avec plaisir. Tout à fait. En tout cas, merci à chacun, intervenants et participants, d'avoir été présents pour ce 5e rendez-vous sur le thème de facteurs humains et simulation. On vous donne rendez-vous l'année prochaine, le 24 février, pour le 6e rendez-vous. Et demandez genre 30 petites secondes de plus de votre temps en lançant un sondage. Il y a 4 petites questions pour qu'on puisse répondre au mieux à vos attentes.